Si on gagne, avec cette équipe-là, on va changer ce sport. Cadence man. Essaie de Christian Domenici, c'est un génie. Trace la glace, c'est le Bogman. Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée. Je vais devenir la meilleure. Comme ça, je pourrais changer les choses. Nous on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Ici, on parle du sport dans le cinéma. Au Ciné Sporting Club, la Dream Team rencontre le casting. Ça pue la sueur et le popcorn. On entend les claps de cinéma répondre aux claps des serviettes sur le cul. Et les chasubles des joueurs se mélangent aux costumes des acteurs. Poussez la porte des vestiaires du Ciné Sporting Club le temps d'une causerie. Et découvrez les rapports plus ou moins étroits entre le sport et le 7e art. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode du Ciné Sporting Club. Et bonjour Fabien. Bonjour Romain et bonjour à tous. Merci de nous suivre, toujours aussi nombreux. Voilà, de plus en plus, on vous remercie de vos réactions sur les réseaux sociaux. Continuez, ça nous fait chaud au cœur. François Berléand a dit « L'ironie du sort, c'est qu'un nanar, à la différence d'un navet, devient culte. J'ai fait des navets, mais pas de nanar, hélas. » Aujourd'hui, nous allons plonger dans le fond du classement de Sens Critique, le bas du tableau de Letterboxd, la queue de peloton de Rotten Tomatoes. Nous allons vous faire découvrir des films que vous souhaiteriez oublier immédiatement et qui sont pourtant indélébiles d'un certain point de vue. La qualité des films est devenue presque une catégorie à part. On parle bien sûr des chefs-d'œuvre, mais aussi à l'autre bout du spectre des nanars, comme d'un style à part entière, qui traverse les autres catégories et n'en épargnant aucune. Le film du sport, bien entendu, n'y échappe pas, voire au contraire. Et ces navets ou nanars ont leurs aficionados, leurs spécialistes, les dénicheurs de pépites et bien sûr leurs scènes occultes. Alors rangez vos cahiers du cinéma, branchez bien votre second degré et préparez-vous à vous tourner vers votre voisin en laissant échapper un « Oh, quelle purge !» qui est donc le titre de cet épisode. Voici Mégaton, la plus colossale compétition sportive que le monde ait jamais vue. Pour la plus haute récompense de l'histoire, 135 millions de dollars. Pendant 3 jours, les athlètes mondiaux les plus réputés s'affronteront dans des courses spectaculaires où la vitesse, l'endurance, l'adresse et le courage désigneront celui qui remportera cette fortune au mégaton. Il leur faudra tout maîtriser. Alors Romain, tu vas commencer par un film qui flirte avec la moyenne des notes de spectateurs. Alors moyenne négative, hein, Oui. en arrondissant au-dessus. Donc oui, il s'agit d'un film allemand qui est sorti en 1990, réalisé par Willy Bonnier Jr., qui s'appelle Feu, glace et dynamite. Voilà, prometteur. Avec, donc attention, avec Roger Moore à l'affiche quand même, donc, Ouais. qui à l'époque était donc l'agent 007 tout juste à la retraite. Hein. Et pour faire simple, dans le film, donc Roger Moore, bah, c'est un vieux riche qui veut vérifier que ses enfants méritent bien son héritage. Pour cela, rien de mieux que de créer le mégaton. Oui, c'est bien le nom. Hein, Ah dans oui, le film. comme oui. Un marathon qui réunit un max de sport et de faire participer ses enfants pour tester leurs capacités. Bref, bon, c'est un peu un connard, hein. Bon, et finalement, on le voit pas beaucoup dans le film. Il y a quelques apparitions, voilà. Pour ce qui est du film, d'ailleurs, waouh. Alors, bon, là, c'est du grand Allez, n'importe parlons-en. quoi. Alors, on parle du film, c'est vraiment du premier degré. On est plus dans la comédie que dans l'action. Ça tourne même au burlesque, hein. Moi, ça m'a même fait référence, ça m'a même fait penser à la grande course autour du monde, vous vous souvenez, hein. Oui, dont on parle dans un épisode précédent. Donc pour le mégaton, on a la cérémonie d'ouverture, comme au JO, avec la présentation des équipes. Et quelles équipes? Si je vous dis Paul Auner, Milka, Club Med, Adidas, Bayer, Grundig, Volkswagen, Kamei, etc., vous vous dites, ça y est, ils sont sponsorisés, ils nous font des spots pub, quoi. On veut la YouTube Money. Eh ben non, Non. vous citez juste le nom des équipes qui participent au mégaton. Et oui, ce film, c'est surtout un placement de produits géants avec des sportifs et des véhicules aux couleurs des marques, faisant davantage penser à la caravane du Tour d'Allemagne ou aux courses de caisse à savon. Alors, je sais pas si le Tour d'Allemagne existe, hein, mais bon, voilà. En tout cas, il y a une idée de caravane. Donc tout y est, hein. Il y a le trident du Club Med, la vache violette, alors les sportifs, donc ils ont des casques à cornes, hein, l'équipe Milka, les fûts de bière et le costume de tyrolien pour l'équipe Paul Auner. Bref, pour ce qui est de la finesse de placement, on a vu mieux. Et attention, apparition what the fuck de malade dans le film, dans l'équipe Paul Auner, pendant la cérémonie d'ouverture, on peut y entrevoir Niki Lauda. Ah oui, quand même. Eh oui, ça fait écho à nos épisodes 6 et 7, donc oui, et bon, ben voilà, donc on voit Niki Lauda, un petit caméo assez étrange, hein, Et étonnant. ouais, en et effet. inattendu, voilà. Et bon, et le sport dans tout ça, vous me direz, quand même, ben, on en a quand même au menu, hein, c'est même une véritable orgie de sport pseudo-extrême et mécanique, hein, plus ou moins inventée pour le film. Dans tous les sens en plus, hein, Dans- c'est vieilli.
Complètement. Logique, quoi. Ah oui, complètement. Hein. Donc dans tous les sens, tout s'enchaîne sans vraiment de logique. Donc il y a des épreuves diverses et variées. Alors on les penserait plus tout droit sortis d'un épisode de Jackass, quoi. Voilà, ça nous donne droit à des scènes avec des motocross, du rallycross, des parapentes, du VTT, du snowboard, du canoë, du ski sur neige et sur cailloux, hein, je précise. Mais c'est un enchaînement de n'importe quoi avec des coups de pute et armes secrètes entre équipes, genre fou du volant. Donc là on revient à la grande course autour du monde, quoi. Car oui, chaque candidat, qui est d'ailleurs ridiculement affublé à sa marque, hein, use de gadgets pour tuner le matos. On a quand même des skis à réaction, genre fusée derrière chaque ski, tu vois. Ouais. Ou des canons à trident pour le Club Med, voilà. Donc des voitures avec une grosse des têtes de vache devant pour Milka. Des canons à bananes. Bon bref, tout le sport est à l'honneur et pas qu'un peu, bon c'est vrai. Mais la dimension nanardesque du film est quand même bien présente, hein, vous l'aurez compris. On est davantage sur du Interville que du Jeux Olympiques, hein, voilà. En gros c'est pas du sport ultra technique, ça se veut pas élogieux pour le sportif, quoi. Et en plus de ça, il y a pas de rythme et on compte pas le nombre de moments un peu gênants dans le film. Je crois que j'ai autant regardé le plafond que le film à force de lever les yeux, quoi. Et alors bon, ce côté panneau publicitaire géant, en fait c'est assez indigeste. Je sais pas pourquoi, mais juste après le film, j'ai bouffé 3 tablettes de chocolat, j'ai bu 3 litres de bière en commandant un lave-vaisselle et un séjour au Club Med de Djerba. Bon, c'est rigolo, c'est désopilant même, plutôt. Je me suis pas pris des fous rires comme j'ai pu m'en prendre devant d'autres nanars, parce que le côté ridicule du film, il tient surtout dans le fait qu'il te fait un peu miroiter du sport, de l'action, pour finalement te demander ce que t'as vraiment mangé à la fin, quoi. Enfin, en gros, c'est de la bonne pub, quoi. D'accord, ok. Et toi, alors, tu vas nous parler d'un mauvais film aussi, mais pas forcément un nanar. Oui, alors, à la base, hein, ça ne se veut pas un nanar. Alors, bon, j'avais dit que j'en parlerai pas au tout début, dans les premiers épisodes de ce podcast. Tu l'avais pas promis. Voilà, mais j'avais pas promis. Mais puis, il y a un moment, faut s'y coller, voilà. Donc, je vais parler de Driven, hein, le fameux, de 2001, de Rennie Harlin, avec donc Sylvester Stallone, qui est le seul rescapé de ce crash monumental qui va remporter tout le reste du casting, quoi. Alors, Driven, à la base, c'est un projet ambitieux et sérieux, quoi. Il doit se dérouler dans l'univers de la Formule 1, mais Bernie Ecclestone, qui est à l'époque le grand patron en fait de la Formule 1, est beaucoup moins enclin que les Américains à ouvrir les portes de sa compétition, et il dit non au projet. Alors, l'histoire ne dit pas si c'est avant ou après avoir lu le script, mais bon, en tout cas, sur ce coup-là, il a eu du flair, le tonton Bernie. C'est clair. Alors, les producteurs, ils vont se tourner vers l'IndyCar. C'est le championnat de monoplace star aux USA. C'est la Formule 1 américaine. Voilà, exactement. Et qui va les accueillir full licence, quoi, avec accès à tout. Alors, pour ça, à ce niveau-là, d'ailleurs, le film fonctionne, puisqu'on retrouve les équipes, les voitures, les circuits de la saison en cours. Mais c'est à peu près tout ce qui marche, quoi. Et est-ce que du coup, au niveau du succès justement international, vu que l'IndyCar c'était beaucoup moins connu, c'est aussi ça a peut-être moins attiré. Dû jouer aussi dans l'échec du film, mais tu verras, il y a d'autres raisons. Voilà, oui, ça n'enlève pas, je pense. Ça aurait pu être bon avec l'IndyCar, hein, attention. Alors, bon, déjà dans un premier temps, quiconque qui a déjà approché une monoplace, hein, et plus précisément un cockpit de monoplace, va se poser la question dès le début du film. Comment est-ce que le personnage de Stallone va pouvoir monter dans une de ces voitures? Il va lui falloir une doublure, quoi. Et d'ailleurs, au moment où ça arrive dans le film, on se demande avec quel chausse-pied géant ils ont dû le faire rentrer dedans, ou s'ils ont dû beurrer le cockpit pour qu'il puisse rentrer le héros de Rocky dans la voiture. Alors, une fois dedans, hein, pas besoin de l'attacher, il bougera pas, même en cas d'accident, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, en parlant de Rocky, on aurait pu mettre le Rocky 4 dans cet épisode de Nana, tant son analyse subtile de la guerre froide valait le détour, mais on se garde ça pour une autre fois, si tu veux. Oui, et puis en plus, c'est vrai que la guerre froide, on a remarqué finalement que ça a été une source d'inspiration quand même pour beaucoup de nanars. Pour pas mal de choses. Ça pourrait être un épisode. Oui, exactement, ouais, c'est clair. Alors, bien sûr, dans ce film, il y a aussi la scène qui est quasi légendaire de course-poursuite en IndyCar dans la ville sans casque. Voilà, donc imagine les moucherons dans les yeux et dans les dents, parce que bon, moi, à partir de 30 km/h, si j'ai pas de lunettes, j'ai les yeux en larmes. Et alors, sinon aussi, il y a une autre scène où les protagonistes s'entraînent à la précision du pilotage en roulant sur des pièces de monnaie qui sont posées sur la piste. Et voilà, donc tous les coachs de pilotage qui nous écoutent pourront prendre note de cet exercice bien intelligent. Pourquoi pas. Et alors oui, avec tout ça, mine de rien, j'ai pas raconté l'histoire. Donc, il y en a une quand même. Oui, il y en a une, attention. Alors, on suit Joe Tanto, ancien pilote qui est mis à la retraite après un accident qu'il ressasse sans cesse, et qui saisit sa seconde chance en devenant équipier d'un jeune pilote ultra doué, mais inconstant, Jimmy Bly. Voilà,
D'accord, vrai ça, truc ok, original, ouais, quoi, c'est tu tout. vois. Alors, ce qui est triste, donc ce que je disais un peu au début, c'est que c'est plein d'intentions louables, quoi. Par exemple, ils voulaient peu utiliser les effets spéciaux, mais en même temps, bah voilà, donc du coup on a des cascades qui sont correctes, mais quand il y a quelques effets spéciaux, on voit que ça, quoi. Ça fonctionne pas. Et puis on est quand même dans un environnement qui est assez réaliste grâce à l'IndyCar, hein, qui a ouvert toutes ces portes. Mais justement, si vous avez accès à tous ces gens, prenez un consultant sportif, quoi. Parce que, ou même juste quelqu'un qui allait voir une course, ça suffirait pour rendre le truc plus réaliste. Donc voilà. Alors, si vous n'avez pas forcément 2 heures devant vous, n'hésitez pas à aller voir la bande-annonce, hein, on y voit à peu près tous les meilleurs moments du film. Qu'est-ce que c'est que ce numéro? Il va faire un dérapage contrôlé à pleine vitesse, ensuite il va glisser, il va choper les 3 pièces. Alors on continue notre descente aux enfers du film de sport avec toi, Romain. Alors là maintenant, je vais vous parler de Gymkata, le parcours de la mort. Alors attention, hein, c'est une pépite du nanar de 1985, celui-là je l'aime beaucoup. Ouais. Et vous allez voir qu'on aurait pu en parler dans d'autres épisodes, mais bon, celui-là ça suffira quand même. D'accord. Donc on est sur un film d'action, enfin qui se veut d'action, hein, et qui mêle 2 sports, le karaté et la gymnastique. Ah, je comprends le titre même. Voilà, alors attention. Pour le rôle principal, un acteur inconnu nommé Kurt Thomas. Inconnu, tu me diras? Ben, pas tant que ça, parce qu'en fait, à l'époque, si on est américain et qu'on s'intéresse à la gymnastique, Kurt Thomas, en fait, c'est un véritable champion de gym, qui a quand même été double champion du monde, voilà. Qui préparait ses JO avec une bonne, de bon espoir de médaille. Hein, oui. Et sauf que les JO suivants, c'est ceux de 1980 qui sont programmés à Moscou, et tu me vois venir. Ouais. Malheureusement, pour cause de guerre froide, les États-Unis vont boycotter cette édition des Jeux. Donc du coup, ces aléas du destin, ça va interrompre l'ascension de Kurt et sa carrière sportive. Quoi de mieux, on l'a vu dans l'épisode dans l'épisode 7, quoi de mieux que le cinéma finalement pour rebondir. Bon, alors pour l'opportunité, vous me direz qu'il aurait mieux fait de se faire les croisés au Cheval d'Arçon, car malheureusement, pendant tout ce temps, il a pas pris de cours de théâtre et ça va se voir un peu. Mais bon, quelle importance, il sait faire de la gym, et c'est ce dont Robert Klaus, le réalisateur, a besoin. Car son film, car c'est de cela dont il est question quand même. Oui, on est là pour ça. Ça va reposer là-dessus. Pour l'histoire, je vous la fais simple, parce que le scénario annonce déjà la couleur. On est pendant la guerre froide, et les soviets lorgnent sur un pays imaginaire, le Parmistan. Alors c'est pas de là que vient le parmesan, donc pour en faire un état communiste fantoche. Voilà. Les ricains n'en ont pas très envie, forcément, et décident donc d'envoyer Jonathan Cabot, oui c'est son nom, notre héros donc, en tant qu'agent infiltré. Pourquoi lui? Parce que le précédent agent qui a disparu était son père, et que lui est gymnaste. Et la gym, attention, c'est l'arme secrète américaine. Ouais. Car, pour demander des faveurs au roi du Parmistan, les étrangers doivent passer des épreuves ancestrales lors du parcours de la mort. Bien nommé. Voilà. Donc c'est un parcours que personne n'a réussi depuis 900 ans. Bon, je t'épargne le pitch, voilà, j'ai bien peur. Donc ça va demander des skills, de l'équilibre, de la force, et faut savoir se battre. Donc pour préparer ces épreuves, notre Cabot va donc suivre un entraînement avec des maîtres kung-fu qui bossent pour la CIA, donc vous l'aurez compris. Et donc, ces 2 maîtres sont persuadés que l'alliance de la gym et du karaté, le Gymkata, est l'arme ultime pour réussir le parcours de la mort. Ok, là c'est prometteur. Voilà, donc je vous laisse donc imaginer le training montage, les poncifs bien relous du sage japonais pendant que l'autre porte des tonneaux en faisant l'arbre droit. Bref, arrive le moment pour notre Jonathan Cabot d'arriver dans ce pays perdu. Car oui, le Parmistan c'est un pays paumé. Ouais. Alors bon, et les 300 habitants donc du Parmistan, ils vivent au Moyen-Âge, et sans exagération. Franchement, dans le film, t'as les costumes, le banquet, la rue pleine de gueux, bref, on dirait une reconstitution historique médiévale, quoi. Ouais. Donc ce pays sous la gouvernance d'un roi un peu con, d'un vizir qui veut le pouvoir et la fille du roi, donc tu l'as compris, ça fait penser, voilà, Jafar en beaucoup moins classe ou Is No Good en beaucoup moins drôle, et d'une milice ninja qui sème la terreur. Vite fait la princesse, Rubali, oui c'est son prénom, pas Rubalise, mais bon presque, elle est juste là pour se faire kidnapper et justifier une romance à 2 balles, vous l'aurez compris, je vais pas m'étaler sur elle. En plus elle a eu son diplôme de comédienne à la même adresse que notre Kurt Thomas, donc ce qui rend leur romance encore plus risible. Bref, le parcours de la mort. Oui, on va savoir, voilà. Du sport. Alors, ce parcours de la mort, plusieurs participants, des occidentaux, un asiatique et un vilain soviétique nommé Torg, du genre Zangief sans la barbe, en fait. Ah oui. Voilà, donc toute la tendresse soviétique. Et oui, il faut pas oublier que les vrais méchants dans l'histoire, c'est les Russes. C'est créatif aussi. Donc les épreuves de ce parcours de la mort, monter une falaise avec une corde,
un pont de singe et traverser et friter les habitants d'un village de fous. Voilà, hein, donc... Ah, j'ai envie de le voir presque. Ça ressemble plus à un parcours d'acrobranche en famille, on est d'accord, mais c'est pas si simple en fait. Où tu tapes des gens. Voilà, parce qu'il y a les ninjas qui s'en mêlent au milieu, et Ouais. oui, et les agents du KGB, et notre poète Torg. Voilà, donc bon, c'est là que notre cabot va user de son Jinkata quand même, parce que ça sert à quelque chose, hein, voilà, Oui. pour effectuer des pirouettes, pour mettre KO les méchants. Et si en plus, attention, une barre fixe ou un cheval d'arçon apparaît comme par magie lors des scènes de combat, c'est une aubaine. Et le pire, c'est que c'est le cas. Ouais. Voilà, le mec arrive quand même à un moment à une scène à aligner 5 mecs juste en faisant des tours sur une barre fixe au milieu d'une rue. Voilà, on voit bien le talc sur les mains. Bref, voilà. Il en a c'est toujours un peu sur lui, c'est voilà, pas trop ça tient. dissimulé. Bref, voilà, c'est quand même assez drôle. Tu te dis pour un simple coup de poing, il doit faire 3 saltos avant. Il y a des cascades, il y a de la gym, mais bon, voilà, c'est pas très crédible en termes de combat. Vous l'avez compris, c'est ridicule, ça se prend au sérieux. Les méchants, bon, ils sont aussi mobiles qu'un mannequin chez Kiabi. Voilà, les cascades de chute. Alors ça, c'est pas mal pour le coup la scène du ravin et tout ça qui doivent grimper sont brillamment effectuées par ces mêmes mannequins en mousse. Et oui. Donc ça aussi, c'est pas trop dissimulé. Bref, le budget du film équivaut sûrement à ce que je peux trouver sous mon armoire. Ouais. La réalisation, le scénario, le jeu d'acteur, c'est 0. En gros, c'est nanar, parce que ça reste drôle. D'accord. Et donc, mention spéciale quand même pour la coupe mulet de Kurt Thomas. Voilà, j'ai eu l'impression de voir le fils caché de Richard Dean Anderson en MacGyver et Maurice Barthélemy, tu vois. Donc, tu vois, en termes de charisme, on est pas mal. Ouais. Mais eux, ils ont quand même beaucoup plus de talent devant une caméra. Après, bon, probablement moins sur un cheval d'arçon, mais bon. Ok. Alors, à ton tour, Fabien, du coup, maintenant, de nous parler d'un film aussi qui est très mal noté. Et on va voir si c'est plutôt nanar ou navet, quoi. Alors, bon, je vais pas vous faire un suspense de dingue, on est sur du navet. Navet, puisque m'a raté, quoi. involontaire, voilà. C'est United Patience de Frédéric Auburtin. Et alors là, stupeur, parce que le film, quand tu le vois comme ça, casting de fou, qui parle du sport le plus populaire au monde, le football, qui va parler de faits réels qui sont quand même incroyables et qui pourraient être tirés d'un thriller, et tout ça qui accouche d'un des films les plus difficiles à regarder, un trou dans ton espace-temps, tu vois, quand il est, qui étire les heures sur des jours. Donc, ça commence pas trop mal avec l'histoire de la création de la FIFA, parce que c'est ça le point de... d'accord, l'histoire du film, voilà, c'est donc ouais. la Fédération internationale de football. Oui, c'est intéressant. Donc on se dit, Ça pourrait être voilà, intéressant. ça pourrait être intéressant, en tout cas ça mérite d'être traité. Alors, je dis pas trop mal, mais on sent déjà que la direction d'acteur elle est approximative, hein, dès le début. D'accord. Le montage il est fatigant, mais bon, on m'a toujours dit de goûter avant de détester, quoi. Alors, je savais que le film était commandé par la FIFA. Et ça, il vaut mieux le savoir avant. Voilà, ouais, ça annonce Donc ça explique d'un côté le gros budget, l'accès à toutes les images d'archives, qui sont vraiment cool en plus à voir, mais aussi, hélas, tu vas t'en douter, à l'énorme subjectivité et les bonnes intentions dégoulinantes du film, quoi. ça m'étonne de la FIFA, tiens. Oh, c'est pas leur genre. On démarre avec Depardieu, et oui, Ouais. qui visiblement n'est pas rancunier de son expérience passée avec le réalisateur du film, puisque c'était lui qui avait réalisé San Antonio avec Gérard Lanvin. Je sais pas si tu te rappelles de Non, ça. je me mais rappelle pas, voilà. c'est que... Tant mieux pour toi. Alors notre GG national, il incarne Jules Rimet, donc les débuts, hein, qui invente la Coupe du Monde. Alors dans le film en 2 minutes 30 environ, hein, vraiment, okay. Il se lève un matin et voilà. Et puis tout le monde autour de lui trouve que c'est un visionnaire, quoi. Forcément, faire ça en 2 minutes 30, c'est fou. Alors pour l'instant, c'est que des réunions entre des gens riches et un scénario qui est aussi palpitant que le dépôt d'un serpent en préfecture. D'accord, ouais. Voilà. Même Depardieu ne parvient pas à se dépêtrer du scénario inspiré de la page Wikipédia de l'institution. Et alors, on sépare pas l'homme de l'artiste, mais vous verrez, c'est pas le seul personnage problématique ici, quoi. Alors, beaucoup de gênance dans le jeu, dans l'écriture, dans la réalisation, et des points de vue géopolitiques qui sont dignes du PMU, quoi. Ouais. Alors ensuite, entre Sam Neill. Oh. Bien plus inspiré quand il a accepté Jurassic Park. Vous Vous en rappelez, quoi. Et puis Tim Roth, quand même, hein, Ouais. le gars qui a quand même joué avec Tarantino, quoi. Il y a un bon Voilà. casting, quand Donc, même. qui vont illustrer en fait les années 70, donc sous Avalanche et Sepp Blatter. D'accord. Alors, merde, Tim Roth en Sepp Blatter, franchement, sans édulcorant, ça aurait vraiment eu de la gueule, quoi. Mais non, Blatter, il est présenté quasiment en victime, normal, le film a été commandé à sa période, dont tout le monde veut la tête, il est héritier malgré lui de son prédécesseur Avalanche. Est-ce que le film, voilà. excuse-moi, peut-être que tu sais pas, mais est-ce que c'était justement pendant ces affaires, peut-être pendant le jugement Tu vas voir, c'est là que ça devient intéressant. Et alors,
on sait que se défendre lors d'un procès c'est cher, hein, mais de là à faire un film exprès pour convaincre l'opinion de son honnêteté, donc il venait, ça part loin, voilà. Ouais. Alors, voilà, on tombe très bas c'est un de peu la son vidéo siège. de Benzema sur la plage qui fait son échauffement. Ben Arfa, pardon. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est un peu ça. Voilà. Alors, bon, on tombe pas de son siège hein, pour ce film de commande, mais là où ça prend une jolie tournure, et justement ça revient à ce que tu dis, c'est que il est sorti bien inaperçu un an avant le scandale de la FIFA de 2015. D'accord. Et ce film naïf mais inoffensif hein, sur le moment, ça devient carrément ridicule et justement nanardesque en vue des révélations de corruption qui ont éclaté dans la réalité par la suite. Voilà. Donc on s'amuse de la candeur du récit tout en sachant tout ce qui existe sous le joli vernis. Ouais, donc en fait ils avaient plus ou moins presque anticipé qu'ils allaient avoir des histoires et ils ont fait le film en se disant bon allez ils se sont dit on va créer les pièces à conviction avant le truc. Voilà. Alors, c'est servi par un casting top, mais peu convaincant, et car lui-même, le film, il est peu convaincu, on le sent quoi. Ouais. Et il aura fait un record aux US en engendrant $918 de recettes le premier week-end. Ouf, ce qui est quand même fou. Donc en fait, ils ont invité leurs copains. Enfin, même pas. Je pense que voilà, si t'enlèves les invités, il reste plus grand-chose. Sur les $918 de recettes, il y en a 900 en confiserie. En fait. Ouais, voilà, certainement. Puis alors, quand on connaît le poids de la FIFA, qui surpasse aujourd'hui hein, celui de certains États, on peut parler d'un nanar de propagande aussi, oui, quoi. Oui. Voilà. Donc, je vous recommande pas d'aller le voir. Non, on a bien compris, quelques extraits et puis se renseigner sur l'histoire du film, ça vaut le coup. Okay. Et d'ailleurs, parce que l'histoire est quand même intéressante, si vous voulez vous renseigner sur ça au niveau de la FIFA, il y a plein de documentaires qui feront bien mieux le boulot que l'espèce de film de vacances plein de paillettes dans les yeux de Sepp Blatter, quoi. D'accord, ok. Un des problèmes auxquels tu seras confronté, c'est d'arriver à exprimer la quintessence de ce que tu as appris. Un savant dosage d'arts martiaux venus d'Orient et des techniques de combat occidentales, le karaté, allié à tes talents de gymnaste, tu vois. Alors, cette fois, j'espère qu'on risque pas d'être démonétisé en disant trop de fois le mot nazi à l'antenne, mais on va parler d'un film des productions Trauma hein, qui sont spécialisées dans les chefs-d'œuvre et souvent dans les acteurs sont des accessoiristes, ingé du son, tout ça. Oui, voilà. Donc vas-y à toi Romain. Alors donc le film effectivement c'est Soft Nazis Must Die. Voilà. C'est un film de Peter George de 1987. Bon, déjà le titre, je pense que je pourrais même m'arrêter là. Oui, franchement. Mais non en fait. Parce que, bon, le pitch du film, déjà, c'est du croustillant. Donc, dans un monde post-apocalyptique, après qu'un tremblement de terre a ravagé une partie de la côte ouest des États-Unis, les gangs de surfeurs californiens se disputent le territoire pour y faire appliquer leurs lois. Dans ces gangs de surfeurs, on a les surfeurs samouraïs, les surfeurs bodybuildés, et évidemment, vous l'avez compris, on a un gang de nazis mené par leur chef, Adolf, et sa copine, Eva. C'est vraiment leur prénom dans le film, hein, je précise, voilà. Donc c'est bon, vous avez la ref, évidemment. Et donc, ces gangs, donc, ils sèment la terreur sur les plages. Et ils le font savoir outrageusement, donc avec des combinaisons et des surfs estampillés de la croix gammée, et autres références bien lourdingues au Troisième Reich, tout en soignant leur flow sur le curl, en faisant des saluts nazis, quoi. Voilà. Une figure pas homologuée. Voilà, non, je sais pas. Et donc, bon, alors en plus de ça, donc dans le film, on les voit former des enfants à leur idéologie, à la jeunesse hitlérienne surfeuse, voilà, qui est mal maquillée, donc elle attend toujours son tour. Oui. Mais le souci pour tout ce beau monde, entre guillemets, hein, vous aurez compris le côté ironique quand même, j'espère, c'est qu'ils vont assassiner un jeune homme noir, fils d'une grosse mama, a priori sans danger. Alors, a priori, car en fait, celle-ci se révélera être le némésis de ces surfeurs nostalgiques. Sa vengeance est terrible, et tous les membres de ce fan club hitlérien vont y passer un à un tout le long du film. Alors l'idée est vraiment naze, je pense qu'on est sur un consensus là-dessus, mais le titre donne quand même envie de voir le film en activant le mode 4ème degré ou en laissant le cerveau dans l'entrée. Donc on se dit qu'on va quand même bien se marrer, mais que nenni, parce qu'en fait c'est plutôt très indigeste et on finit par avoir mal au front à force de se faire des facepalms. Voilà. Techniquement ce film, c'est à la hauteur du scénario, quoi. Voilà, c'est vraiment dégueulasse. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé, mais on a l'impression... J'aurais utilisé pareil. On a l'impression que ce film est issu d'un trip à une soirée feu de camp sur la plage après une bonne session, et que l'un d'entre eux a sorti sa caméra Super 8 du coffre de son fan, voilà, dit, ah les gars, c'est bon, j'ai ma caméra, et paf, ça a fait une bonne grosse daube. Voilà, donc le rythme, il est inexistant, le montage, il est pour beaucoup, forcément, enfin le montage aussi en a un, voilà. C'est long, c'est chiant, c'est nul, bref, voilà. Alors, les scènes de combat, parce que quand même, hein, ils se fritent pas en s'envoyant des tracts de propagande, quoi. Mais voilà, donc ils se bagarrent comme des chiffonniers, hein, c'est le mot, sur le sable, sans chorégraphie, sans technique non plus d'ailleurs. Ça c'était le pire, je trouve. Ah ouais, je pense que je maîtrise mieux le coup de pied retourné qu'eux, hein, donc c'est dire, hein, voilà. Sans qu'ils ont dit aux acteurs,
Bon, allez, battez-vous. Voilà, on va filmer. On dirait presque des footballeurs. Ouais, qui se foutent. Donc les confrontations, donc vous l'aurez compris, elles sont risibles. Les morts, elles sont surjouées. Les effets spéciaux, bon, je vous en parle pas, il y en a pas. Allez, bon, je vais quand même activer ma bienveillance de professeur des écoles et je vais dire le point positif qu'on en tire, donc c'est qu'ils ont quand même dû bien se marrer à le faire. Pour le dernier film, il nous manquait un film français, et oui, on n'est pas en reste, hein, donc vas-y, Fabien. Cocorico, j'ai envie de dire. Enfin, peut-être pas. Alors, Snowboarder, film de Olias Barco, qui est, alors c'est un film de sport extrême, comme le nom l'indique, le snowboard, bien à la mode en 2002, et donc, comme tu l'as dit, français. Alors, le snowboarder que j'étais à cette époque, avant le drame, que tu as vu toi-même d'ailleurs sur les pistes il y a quelques années. Voilà, fait l'âge de côte à 3 km/h en descendant de surface. Voilà, on n'en parlera pas. Moi j'étais aux anges à l'époque, je me suis dit, allez, et je suis même allé le voir au ciné. Donc voilà, autant dire pas le plus bel investissement de ma vie. Alors, on va pitcher rapidement le film, ça n'a pas besoin d'être long. Gaspard, un snowboarder plein de talent, qui est incarné par Nicolas Duvauchel, quand même, travaille dans la boutique d'un ancien coach, le fameux ancien coach, qui en échange l'entraîne. Voilà. Alors, bien sûr, il rêve d'être pro, comme un certain Josh, qui est son idole, et qu'il rencontre, et même qui lui propose de le prendre sous son aile. Alors, Gaspard, il largue son ancien coach pour la belle vie en Suisse, comme une vieille merde. Mais en fait, et là, désolé pour le spoil, pour ceux qui voulaient y aller, voilà, Josh, il veut profiter de la naïveté désespérante de Gaspard pour faire un casse. Ah oui. Eh oui. Voilà. Point break, quoi. Voilà. Il y a quand même quelques bonnes scènes de glisse, on va pas le dire, mais si tu veux voir ça, il y a des bons clips sur YouTube aussi, quoi. Les personnages, ils sont navrants, et pas franchement de quoi rentrer dans l'histoire du film, quoi. Voilà. Alors si, il y a un souvenir dedans de Clara Morgan, voilà, qui avait fait une petite apparition. On comprend mieux pourquoi t'allais les voir, en fait. Ouais, exactement, voilà, on a payé pour ça. Et puis, bon, la vraie prise de risque, au final, elle est pour Nicolas Duvauchel et Mélanie Laurent, qui est aussi dedans, et qui auraient pu se faire les croisés de leur carrière respective dans ce film. Bon, ils s'en sont sortis, autant mieux pour eux. Alors, on oscille entre Taxi, Point Break, Yamakasi, enfin tout un mélange de ça, mais pas Hit, vous l'aurez bien compris, voilà, pour tout ce qui est braquage. Donc à revoir éventuellement pour rigoler avec des potes, les dialogues ils vont pas vous déranger puisqu'il y en a que très peu, et puis franchement c'est pas du à dire. Oui bon ça on l'aura bien compris quoi. Et ça me fait penser à un autre film français d'ailleurs, justement c'est Skate or Die, c'est un peu dans le même genre. Ouais exactement. Quand j'ai regardé je m'attendais à voir des scènes de skate, un peu des flips, machin et ça, finalement non, on voit juste des gens qui fuient la police en skate dans la rue. Voilà. Snowboarder, il y a quand même 2-3 scènes. Au moins, il y a ça en plus. Que là, en termes de skate, dans Skate or Die, je pense qu'en scène de skate, Retour vers le futur, elles sont meilleures. Ouais, sûrement. Écoutez, je suis le Führer de la nouvelle plage. L'heure est venue de nous assurer le contrôle total. Alors pour conclure, et sans forcément philosopher sur le pourquoi, du comment, du nanar, on peut se faire cette réflexion. Qu'est-ce qui différencie le mauvais film de sport des autres mauvais films, quoi? On a un peu le sentiment que dans le film de sport, les nanars sont plus souvent involontaires et tiennent plus finalement du navet. Donc navet, mauvais film. L'intention, elle est bien là, peut-être même trop, et le geste sportif, pour le coup, il n'est pas respecté, et ça se voit. D'ailleurs, on a très rapidement le sentiment que la réalisation ne connaît rien au sport en question. Ça, c'est souvent le problème. Hormis certains films volontairement guignolesques, là, plus du coup le nanar, le second degré est souvent le grand absent. Et du coup, l'intérêt du film se résume rapidement à mais c'est fait exprès ou pas? Mais en même temps, l'aspect ludique et ou compétitif du sport permet d'ouvrir des portes au vrai nanar que j'ai présenté plus haut. Donc on peut exagérer des rivalités ou des personnages archétypes à l'extrême et ainsi amener du décalage, et même des fois de l'humour quand c'est bien fait. Alors les nanars, c'est comme l'alcool, à petite dose de temps en temps, jamais tout seul surtout, c'est clair. Et avec des gens qui sont dans le même délire. Voilà, sinon les lendemains sont un peu difficiles. C'est clair. Non mais vous croyez sérieusement que c'est moi? Vous croyez que cette tondeuse pourrait faire autant de dégâts? Sa largeur de tonde est moins du tiers de celle dont vous avez vu la trace dans les champs. Nous arrivons au moment de En tribune dans ton canapé, la recommandation de la semaine, et là c'est toi Romain qui t'y colle. Alors, vous avez compris que pour faire une recommandation de nanar, c'est assez compliqué. On s'est un peu, on s'est un peu arraché les cheveux. Mais on a choisi alors encore un film des productions Trauma dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, et sur un sport que l'on trouve trop rarement dans le cinéma et qui fera sûrement sujet d'un autre épisode, le golf. Voilà. Et alors le golf, donc je vais vous parler du film qui s'appelle Panique sur le green de Thomas Rondinella. Et alors c'est du Dupieux avant l'heure. Mais carrément, c'est ça. Il date de 1989 et c'est presque bien finalement. Il a parié donc que le réalisateur de Rubber et d'Ali possède ce petit bijou de nanar dans sa collection de VHS d'ailleurs. Alors
Alors le scénario, bon, il tient en quelques mots, le calme apparent d'un paisible club de golf, plutôt élitiste, est troublé par une série de meurtres perpétrés par une tondeuse à gazon. Tadam. C'est ça, hein, c'est vraiment une tondeuse à gazon. On ne plaisante pas, on se fout pas de vous. Donc là, évidemment, il y a des plans à la dent de la mer, version tondeuse dans les herbes hautes, environ 5 faux jumpscares avant que ça commence vraiment, des réactions de personnages surréalistes, le shérif qui attend quasiment la dernière victime pour sonner l'alerte, vous l'aurez compris, un film d'horreur de série B, un héros niais, épaulé par un ancien militaire dégénéré. Bref, tous les bons ingrédients d'un film de série B, tous les ingrédients d'un bon nanar. Mais bon, c'est un petit film d'horreur finalement, un bon petit film d'horreur, bien entendu à prendre au 6e, 18e degré, et avec des gros moments de rire. Donc vous vous doutez que golfiquement parlant, on repassera une autre fois, hein, on parlera d'autres qui sont un peu mieux à ce niveau-là. Scénaristiquement aussi d'ailleurs, mais voilà, si vous voulez bien vous poiler devant un film qui se prend pas la tête, allez-y sur Panic sur le Green. Et voilà, cet épisode sur les nanars touche à sa fin. On vous invite d'ailleurs, si vous aimez les nanars, à aller sur le site Nanarland, parce que là, c'est une petite bibliothèque de tous ces films-là. Et puis, là, cette fois, c'est Romain qui va vous poser la petite question de l'épisode. Et oui, on va vous solliciter, puisque bon, on vous en a présenté quelques-uns, et maintenant, c'est à votre tour. Faites-nous, allez-y, s'il vous plaît, faites-nous découvrir quel est votre nanar de sport ultime. Voilà, c'est du bouche à oreille, le nanar, et ça fait toujours plaisir. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode, et puis on se retrouve pour le prochain qui va s'appeler Pleine Lucarne. Et oui, 10e épisode, on vous dit pas de quoi ça parle. Je pense que vous avez deviné. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, à bientôt.